Les lustres du Newport Yacht Club distillent une lumière si ancienne qu'elle semble dorée, dispersant des diamants fracturés sur des tables en teck qui ont vu plus de mauvaises affaires que de bons couchers de soleil. Je regarde un grain de sel marin dériver à travers le nuage de parfum coûteux de ma mère, tandis que je suis l'hôte jusqu'à ce qu'il appelle la table Morgane. Son sourire a cette pitié spécifique réservée aux personnes sur le point d'être exécutées devant une bisque de homard. Mon père, Kevin, vérifie sa montre avant même que ma chaise ne touche le sol, la 3e fois en moins d'1 minute. Ma mère, Lisa, ajuste un bracelet de diamants avec l'aisance exercée de quelqu'un qui utilise les bijoux comme armure. Ma sœur, Olivia, oriente son iPhone avec la précision d'un cinéaste. Son sourire d'avocate est assez aiguisé pour couper le verre. Chacun à sa place, chacun jouant son rôle dans le petit drame qu'ils ont répété. Jessica, la voix de Lisa a cette qualité chaude et cassante qu'elle utilise quand elle est sur le point de briser quelque chose. Tu as l'air bien. Je porte la même robe noire simple que j'ai portée à la fête de Noël de l'année dernière. Elle l'a détestée aussi à l'époque. Je m'assois sur la chaise proposée, celle qui leur fait face à tous les trois comme si j'étais à une audience de libération conditionnelle. Le cuir gémit. D'autres bruits supplémentaires. Des bruits normaux dans un moment profondément anormal. Lisa fait glisser une mince enveloppe sur la table, le genre utilisé pour les invitations ou les renvois. Ses doigts la laissent parfaitement centrée entre l'assiette à pain et le verre à vin. Un chèque de licenciement. Chérie, dit-elle, nous pensons que c'est pour le mieux. Kevin pose sa main dessus, un geste de finalité. 10 000 $. Jessica, utilise-les sagement. Le chèque est déjà signé, déjà daté. Ils l'ont imprimé avant même que j'arrive ici. Olivia déplace son téléphone, capturant ma réaction dans la lumière dorée. Elle attendait cela. Je reconnais la performance, la cruauté synchronisée. Ils ont planifié cela pendant des mois, et je suis censé craquer au bon moment. Leur monde est bâti sur une richesse héritée et des portefeuilles en baisse. Ils ne pouvaient pas comprendre le mien. Mon travail en biotechnologie, en IA prédictive, était un langage qu'ils refusaient d'apprendre. C'était volatile, nouveau. Cela menaçait la stagnation soigneusement organisée de leur héritage. Ils ne me coupaient pas seulement les vivres, ils essayaient de cautériser une blessure à leur propre identité fragile. Je laisse le silence planer dans l'air. Je les laisse croire qu'ils ont gagné. Merci, ma voix est stable, calme. Je le ferai. La déception d'Olivia est une lueur dans ses yeux. Pas de larmes pour sa vidéo. Je plie le chèque une fois délibérément et le glisse dans mon sac à main. Ils ne savent rien du virement bancaire. 12 millions de $ confirmés ce matin. Il y a des protéines. Mon petit projet scientifique vient d'être acquis. Ils viennent d'exiler la personne la plus riche à cette table, 16 mois avant le chèque de licenciement. Je me tenais dans un incubateur éclairé par des néons au MIT, l'air sentant le café éventé et l'ozone. Le docteur Marcus Thorne, un homme dont les critiques pouvaient démanteler des carrières entières, regardait mon tableau blanc. Mon algorithme pour prédire le repliement des protéines y était griffonné en 4 couleurs de marqueurs différentes. Mademoiselle Morgane, dit-il, sa voix sèche comme de la poussière de craie. Votre prémisse est statistiquement impossible. Il tapa un bloc dense d'équations avec son stylo. La nature ne suit pas de règles probabilistes aussi nettes. C'est chaotique. Le bourdonnement des serveurs était le seul son. Je m'attendais à des questions, des défis, pas à un rejet pur et simple. Le chaos est le point essentiel, ai-je essayé d'expliquer. L'algorithme ne prédit pas un seul résultat. Il cartographie les probabilités en cascade. Il apprend. Il fit glisser ma proposition sur la table métallique. 3 mois de travail réduits à une pile de papier. C'est une théorie fascinante, dit-il, ce qui dans son monde était une sentence de mort. Apportez-moi des preuves indéniables. Apportez-moi des données d'un système si complexe qu'il ne pourrait pas être un coup de chance. Les investisseurs veulent des résultats, pas des théories. J'ai entendu une version de ces mots toute ma vie. De Kevin quand j'ai choisi la biologie moléculaire plutôt que la finance. De Lisa quand je passais les vacances au laboratoire au lieu d'assister à des déjeuners de charité. D'Olivia qui appelait ma recherche mon passe-temps coûteux. Mais le docteur Thorne n'était pas de ma famille. Il n'avait aucun intérêt dans mon échec, ce qui signifiait qu'il avait probablement raison. Cet après-midi-là,
Joshua Chen me trouva fixant mon tableau blanc, cherchant le défaut que Thorne avait vu si clairement. Josh était ma première embauche, un codeur brillant qui voyait la beauté dans les mathématiques que tous les autres trouvaient déroutantes. Il regarda de mon visage aux équations. Il a tort, dit Josh, non pas avec bravade, mais avec la certitude tranquille d'un croyant. Il ne voit que la tempête, pas le système météorologique qu'il a créé. Construisons la station météo. Ce fut le moment où ma famille choisie a commencé. Juste nous deux contre un problème statistiquement impossible. Nous avons passé les 6 mois suivants dans ce laboratoire, alimenté par des plats à emporter bon marché et un refus partagé d'accepter la défaite. Chaque ligne de code, chaque simulation échouée a été documentée. Horodatée, sauvegardée. Nous construisions notre preuve, un point de données à la fois, créant le langage qui un jour ferait paraître l'impossible inévitable. J'étais bloqué, coincé. Le rejet du docteur Thorne résonnait dans ma tête chaque fois que je lançais une simulation, et les résultats revenaient comme un bruit élégant et inutile. L'algorithme était cassé. Peut-être avait-il raison. Peut-être était-ce vraiment impossible. Un soir, j'ai quitté le laboratoire, marchant le long de la rivière Charles alors que le soleil se couchait, transformant l'horizon de Boston en silhouette. C'est alors que je les ai vus. Un vol des tourneaux, une murmuration se tordant et tournoyant au-dessus de l'eau. C'était le chaos, une masse tourbillonnante et imprévisible de milliers d'oiseaux. Mais ce n'était pas aléatoire. Chaque oiseau ne suivait que quelques règles simples, réagissant à ses voisins immédiats. Et de ces règles simples et locales, un motif d'une complexité impossible et magnifique a émergé. C'était ça. Le moment Eureka. Ce n'était pas une seule grande équation. Mon algorithme essayait de prédire tout le vol. Il devait apprendre les règles de l'oiseau individuel. Je suis retourné en courant au laboratoire. Josh dormait sur le canapé usé. Je ne l'ai pas réveillé. J'ai juste commencé à coder. Le nouvel algorithme ne visait pas à prédire une forme finale de protéine. Il s'agissait de comprendre la série de choix en cascade que chaque acide aminé faisait, influencé par ses voisins. Ce n'était pas le chaos. C'était une conversation. 2 semaines plus tard, nous avons eu notre première simulation réussie. Puis 10, puis 100. Les données étaient indéniables. Ces données nous ont permis d'obtenir une subvention vitale de la National Science Foundation. J'ai appelé chez moi excité de partager la nouvelle. Ma mère a répondu. « Oh, c'est charmant, ma chère, dit-elle, sa voix distante. Écoute, Olivia vient de devenir associée dans son cabinet. Peux-tu le croire? La plus jeune de son histoire. » La subvention n'était qu'un autre bruit de fond, perdu dans la diffusion du succès de ma sœur. Mais j'avais la preuve. J'ai fixé un rendez-vous avec le docteur Thorne. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste ouvert mon ordinateur portable et lancé la simulation en direct. Il a regardé pendant 5 longues minutes, son scepticisme se transformant en quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant, de l'admiration. Il a regardé de l'écran à moi. « Tu l'as fait » murmura-t-il. Il a pris son téléphone. « Je passe un appel. Il y a des gens qui doivent voir ça immédiatement. » Ce fut ma première vraie victoire. Ce n'était pas l'argent de la subvention. C'était le regard dans ses yeux. C'était la validation qui a ouvert la voie à tout ce qui a suivi, y compris l'acquisition de 12 millions de dollars dont il ne savait encore rien. Je suis dans mon nouveau bureau à Seattle, celui avec vue sur le Puget Sound. Quand la nouvelle éclate, ce n'est pas dans un obscur journal scientifique. C'est un titre dans une grande publication économique. Audacieux et indéniable, le géant de la biotechnologie acquiert Protein AI dans une transaction historique de 12 millions de dollars. Ma photo est là, celle que Thorne m'a fait prendre où j'ai l'air plus confiante que je ne me sentais. Mon téléphone, posé sur le bureau poli, commence à vibrer. Il ne s'arrête pas pendant l'heure suivante. De retour à Newport, j'imagine l'onde de choc frappant leur table de brunch, leur narration soigneusement construite de Jessica l'échec s'évaporant le temps de lire un titre. Le choc a dû se transformer en rage, puis en une cupidité désespérée et avide. Les messages commencent comme un filet, puis deviennent un déluge. Le premier est de Kevin, un SMS. Jessica. Un terrible malentendu. Nous devons parler immédiatement. Malentendu?
Son mot pour une exécution méticuleusement planifiée. Le suivant est de Lisa. Un message vocal. Sa voix épaisse d'une fierté fabriquée. Chérie, j'ai vu la nouvelle. Je déborde de joie. Nous devons absolument célébrer. J'organiserai un dîner au club. Tu pourras tout nous raconter. Elle veut s'approprier mon succès, le porter comme un nouveau bijou. Puis Olivia, un courriel, car bien sûr c'est un courriel. Objet, affaire de famille urgente. Jess, c'est incroyable. Mais tu vas être submergé. Tu as besoin de conseils appropriés pour gérer cela. En tant que ta sœur, je peux te protéger. Me protéger? Elle veut dire me contrôler. Elle veut dire obtenir sa part. Je regarde les messages s'accumuler, un monument numérique à leur hypocrisie. Je n'en réponds à aucun. Joshua entre dans mon bureau, tenant 2 tasses de café. Il fait un geste vers le tableau blanc, couvert de plans pour notre nouvelle division de recherche. Prêt à construire la phase 2? Demande-t-il, son sourire sincère. Le docteur Thorne arrive cet après-midi en avion. Ma famille choisie est ici. Ma vraie vie est ici. Je mets mon téléphone en silencieux, laissant leurs excuses frénétiques et leur fierté soudaine sans réponse. Je prends un marqueur et me tourne vers le tableau blanc. Le travail est ce qui compte. L'avenir est ce qui compte. Leur bruit frénétique n'est qu'un fantôme d'une vie que j'ai déjà laissée derrière moi. Ils sont à 3000 mètres de distance, essayant de réécrire une histoire dont je ne fais plus partie. Les ignorer ne fonctionne pas. Quand les fausses excuses échouent, l'attaque commence. Elle est coordonnée. Une guerre sur 3 fronts. Une lettre de mise en demeure arrive via le cabinet de mon avocat, envoyée par un cabinet de haut niveau de Newport. Ils ont déformé le chèque de licenciement de $10 000. Ce n'est plus un cadeau d'adieu. C'est maintenant un capital de démarrage, un investissement stratégique qui, selon leurs calculs, leur donne droit à une participation de 40% dans mon entreprise, $4 800 000. Au même moment, Kevin commence son assaut. Il passe des appels discrets à ses contacts dans la finance, soulevant des préoccupations concernant mon manque de sens des affaires, mon instabilité. Il empoisonne le puits, essayant de nuire à ma réputation au sein de l'entreprise qui vient d'acheter la mienne. Lisa active son réseau, murmurant aux membres du conseil d'administration et aux investisseurs qu'elle connaît par ses cercles de charité. Elle brosse le portrait d'une fille tourmentée et ingrate, suggérant que ce conflit familial témoigne d'une instabilité plus profonde, d'un risque. Olivia, quant à elle, prépare l'assaut juridique, alimentant des blogs juridiques en information, présentant cela comme l'histoire d'une fondatrice brillante mais naïve exploitée par une société, un récit où elle peut intervenir en sauveuse. La pression est immense, un filet de menaces légales et de dommages réputationnels qui se resserre. Mon avocat m'appelle, sa voix sombre. Ils essaient de créer suffisamment de bruit pour forcer un règlement. Jessica, ils vont traîner ton nom dans la boue. Au plus fort de cela, alors que je sens les murs se refermer, la tournure criminelle est révélée. Mon avocat me rappelle 1 heure plus tard. Sa voix a changé. Jessica, dit-il, j'ai trouvé quelque chose. Nous faisions une découverte numérique de routine. Et un vieux serveur de courriel a intercepté un message. Il est de ton père à Olivia. Il prend une inspiration. Il est daté d'1 semaine avant le dîner au Yacht Club. Il me le lit. C'est un plan étape par étape. Le licenciement public, le chèque de $10 000 décrit comme juste assez pour être insultant mais niable. Le plan pour documenter ma réaction émotionnelle. Tout le stratagème prémédité exposé en noir et blanc. Ce n'était pas seulement de l'opportunisme après coup. C'était une conspiration préméditée pour me désavouer et m'humilier. La lettre n'était pas une réaction à mon succès. C'était le plan depuis le début, juste avec des chiffres plus grands. Et ils l'ont documenté. Une bataille judiciaire prendrait des années. Ce serait une guerre d'usure, exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent me saigner à blanc en frais d'avocat, ternir mon nom lors des dépositions. Ils m'ont appris à jouer leur jeu, à tout documenter, à être méticuleuse. Mais ils n'auraient jamais imaginé que j'utiliserais ces leçons contre eux, non pas dans un tribunal, mais devant le tribunal de l'opinion publique. Je ne demande pas à mon avocat d'envoyer une réponse. Je ne réponds pas à leurs menaces. Au lieu de cela,
j'exécute un retournement de situation finale, d'une précision dévastatrice. Je transfère le courriel, celui de Kevin à Olivia décrivant leur plan prémédité. Je l'envoie à 2 endroits, un journaliste lauréat du prix Pulitzer connu pour avoir dénoncé la malversation d'entreprise et une publication sur l'éthique juridique largement respectée. Je n'ajoute aucun commentaire. Le courriel parle de lui-même. L'histoire ne se contente pas d'éclater, elle détonne. Elle devient virale en quelques heures. Le récit ne concerne plus un litige financier familial. Il s'agit d'une conspiration, d'une intention malveillante. Les retombées sont catastrophiques et immédiates. La société d'investissement de Kevin lance une enquête éthique interne. Ses partenaires sont furieux. Son nom est toxique. Il est discrètement demandé à Olivia de prendre un congé de durée indéterminée de son cabinet d'avocat. Son ambition est devenue un passif. Le nom de Lisa est retiré du comité des avantages sociaux de sa charité préférée. L'exil social qu'elle a orchestré pour moi lui est revenu en boomerang avec une efficacité brutale. Leur héritage, celui qu'ils ont frauduleusement cherché à protéger, est maintenant un cratère fumant de honte publique. La résolution me trouve non pas dans une salle d'audience, mais dans mon bureau de Seattle, regardant la neige tomber sur le Sound. Je suis en paix. Le premier virement bancaire que j'effectue depuis mon nouveau compte n'est pas pour une maison ou une voiture. C'est un don au MIT, établissant une nouvelle bourse, le Fonds Protéines pour les innovateurs brillants issus de familles non solidaires. Ma famille choisie prospère. Joshua dirige une équipe de 20 personnes. Le Dr Thorne a rejoint notre conseil consultatif. Nous construisons des choses qu'ils ne peuvent même pas imaginer, encore moins essayer de voler. La scène finale n'est pas celle de la vengeance, mais de la liberté. Je suis devant un tableau blanc avec mon équipe, esquissant l'avenir. Un avenir que j'ai construit, non pas malgré eux, mais grâce à eux. Ils m'ont tendu un chèque de licenciement. Mais ce qu'ils m'ont vraiment donné, c'est ma vie entière.